Et nous prolongeons notre réflexion, notre compréhension avec Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Comment est-ce que vous, avec l'expérience qui est la vôtre concernant l'Inde, vous percevez ce mouvement? D'un côté, il y a évidemment une surprise du succès d'une telle initiative, mais en même temps, dans le contexte indien, l'Inde et ses voisins, il faut se rappeler que le gouvernement du Bangladesh a chuté suite à un mouvement lancé par les jeunes, et celui du Népal aussi. Et que, Sri Lanka aussi, hein, si on va un oui, peu et au plus loin. Sri Lanka, c'était il y a 3 ans à peu près. C'est pareil, c'était la jeunesse qui était en première ligne, sans nécessairement penser pouvoir faire tomber les régimes. Bon, je pense qu'en Inde, on n'en est pas là. Mais le succès inattendu de cette initiative, puisque en 2 ou 3 jours, il a eu presque 20 millions de followers, comme on dit en bon français, sur ses comptes, fait que le gouvernement indien s'est demandé ce qu'il fallait faire, puisque à un moment, son compte a été arrêté. Le site qu'il a créé, sur lequel on peut rejoindre ce fameux parti du peuple des cafards, qui est une parodie ironique du parti du peuple de Bharat, Au c'est-à-dire du pouvoir. sanskrit de l'Inde, au pouvoir. En elle-même, il y a beaucoup de commentaires pour savoir est-ce que c'est comme ça une flambée qui va s'affaisser, puisque le parti, pour le moment, n'est pas un parti politique. Il n'est pas encore enregistré comme un parti politique. Mais la question est posée, et surtout, comme il a été dit, hein, ça souligne un malaise de la jeunesse, et en particulier de la jeunesse éduquée, qui a du mal à trouver un emploi. Et c'est celle qui fait le plus peur. On l'a vu il y a quelques années en Tunisie notamment. C'est vrai que c'est elle qui peut se mobiliser, qui n'a rien à perdre. Vous parlez effectivement, c'est pas encore un parti. Pour l'instant, c'est un phénomène, d'où l'inquiétude, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut, ce qui peut en ressortir. Mais vous parlez de ces 22 millions d'abonnés en l'espace de quelques jours. C'est spectaculaire, hein. Pour indication, le compte du parti au pouvoir compte 9 millions d'abonnés. L'opposition compte 13 millions d'abonnés. Ça nous parle de ces jeunes, effectivement, qui, eux, ont la capacité de s'emparer des réseaux sociaux et de monter tout de suite ces initiatives. Ça nous parle aussi d'une population qui était en attente de trouver une caisse de résonance à leur frustration. Voilà, parce que il y a à la fois, évidemment, un message politique. Abhijit Dipke, donc le créateur de ce mouvement, se réfère constamment à la Constitution, en disant, puisqu'il il pensait devoir éventuellement être arrêté en arrivant à l'aéroport. Oui, parce qu'on le rappelle, il fait ses études aux États-Unis. C'était un étudiant indien aux États-Unis, à Boston. C'est de là qu'il a lancé Voilà, le mouvement. Et donc, il a voulu venir sur place pour lancer la première manifestation. Et donc, action publique dans un haut voilà. lieu des manifestations à New Delhi. Et d'ailleurs, la haute cour de Delhi a mis de côté une réclamation d'un mouvement nationaliste hindou qui cherchait à interdire cette manifestation. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que Dipke, donc ce jeune leader, a déjà une longue expérience dans les réseaux sociaux. Il s'occupait de ça dans ce parti d'opposition qui est donc l'Aam Aadmi Party, dont le leader a été emprisonné plusieurs mois par le pouvoir. Expérience dans les réseaux et en politique. Et en politique. Et en même temps, très habilement, il s'efforce de ne pas choquer. Par exemple, l'icône du parti telle qu'elle est présentée, avec ce cafard donc très ironique, mais dans un cadre qui reprend les couleurs du drapeau indien. Il a appelé pour cette manifestation pardon, à ce que le mouvement soit totalement pacifique. Venez avec des fleurs pour les offrir aux forces de l'ordre. Ça rappelle certaines images de mouvements de jeunes en Occident il y a bien quelques longtemps. décennies. Donc, d'une certaine façon, on voit que c'est un pro
de la communication. Et c'est intéressant effectivement de porter ces messages pacifiques parce qu'en fait, il faut qu'on parle aussi de cette violence de la société indienne et que l'on retrouve au sommet du pouvoir. Narendra Modi est un dirigeant qui tient son pays d'une main de fer. C'est quelqu'un qui ne donne jamais d'interview, par Oui, exemple. Et donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger, se demander si des répressions sont possibles. Et on voit la difficulté pour lui à doser la réponse à apporter à ce donc mouvement. il le fait, je dois le dire, assez habilement. Après, évidemment, bon, quand on voit les photos de la manifestation, la scène est pleine, semble-t-il. Mm. Mais évidemment, à la taille de l'Inde, la question est de savoir si un mouvement sur les réseaux sociaux peut finalement peser. Ce sera un test finalement. Peut peser alors qu'on est installé politiquement dans un système bien rodé où finalement chaque initiative du gouvernement appelle une vive critique du parti du Congrès. Et on a l'impression, ça fait partie d'ailleurs des débats au sein des commentateurs indiens aujourd'hui, que une partie de la jeunesse, y compris éduquée, se sent pas totalement représentée dans le système politique classique. Mais avec un point d'interrogation, est-ce que le type de mobilisation par réseaux sociaux peut remplacer la vieille mobilisation traditionnelle des partis politiques ou des mouvements syndicaux? Et la capacité de se déployer aussi dans un maillage, dans un pays qui est Ben immense, hein. oui, parce qu'il suffit pas de faire une manifestation à Delhi, hein. Il y a des comparaisons entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'ont été ces dernières années des mouvements paysans très structurés, très organisés avec des syndicats paysans puissants contre des décisions du gouvernement de Narendra Modi, qui a reculé sur ces questions-là. Et là, on avait un mouvement, donc qui n'était pas franchement politique, mais vraiment un mouvement syndical de paysans, d'agriculteurs, euh, qui a su comment faire fonctionner les choses, mais avec un type de mobilisation qui, lui, bon, s'appuyait pas vraiment sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc là, on est face à un essai dont on se demande s'il pourra être vraiment transformé, mais en tout cas, ça va sans doute laisser quelques traces. Ce mouvement nous parle aussi de la corruption des élites. Ces jeunes s'attaquent notamment, c'est leur, en tous les cas leur première cible, au ministre de l'Éducation. C'est une remise en cause que le pouvoir a besoin d'avoir. Oui, parce qu'il y a eu deux scandales, on peut dire, d'un côté sur euh, les examens d'entrée en études de médecine, qui ont été très très mal organisés, ça a été annulé, etc. Et puis s'est rajouté à ça quelques jours après une manière de faillite des examens qui mettent un terme à l'enseignement secondaire. Donc ça faisait quand même beaucoup. Et puis alors là, ça touche au cœur même de la jeunesse. C'est leur avenir qui est en cause. Que ce soit les lycéens qui veulent entrer dans les collèges, ou bien que dans les universités, ou les jeunes qui veulent devenir médecins. Et donc là, on renvoie d'une certaine façon à une question structurelle. Oui, l'économie indienne continue de croître, mais ce qu'on appelait fameusement le capital démocratique, c'est-à-dire ah ben, l'Inde a l'avenir devant elle parce qu'elle a une classe de jeunes citoyens tout à fait impressionnante. Eh oui, mais s'ils n'ont pas d'emploi, Et comment se fait-il qu'il n'ait pas d'emploi malgré cette croissance? ben, c'est un des problèmes, c'est que le secteur industriel en particulier est relativement faible comme part du produit national brut. Donc, et ce qu'on voit aussi, c'est que il y a une part de la jeunesse qui trouve un emploi, mais qui est une manière de sous-emploi, qui n'est pas satisfaisant. Il y a aussi, à côté d'excellentes institutions internationalement reconnues, les instituts de gestion, les instituts de technologie, des tas d'enseignants, d'enseignement privé qui donnent des diplômes, mais le diplômé, une fois en usine, ça marche pas vraiment. Donc il y a un vrai problème structurel. Évidemment, ce nouveau mouvement s'appuie sur les frustrations de cette jeunesse dont les partis politiques d'opposition
reprennent ce discours, ou plutôt c'est ce nouveau mouvement qui reprend une partie de leur discours, mais là le mouvement vient de la jeunesse elle-même. Donc ça, c'est la grande différence. Donc, vous voyez derrière vous, Narendra Modi est au pouvoir depuis 12 ans et pourtant, malgré tout cela, il reste populaire. Oui, il reste populaire parce que il tient un discours nationaliste. C'est un stratège politique, Modi. Hein. D'un côté, il essaie d'affaiblir les divers mouvements d'opposition. De l'autre côté, il mène toujours des campagnes, y compris personnelles. Lui et son numéro un, le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, sont toujours présents dans les élections dans les différents États indiens. Il vient de remporter une victoire dans l'État du Bengale, qui était dirigé par l'opposition. Dans les États du Sud, l'opposition s'est maintenue contre Narendra Modi, mais il est toujours là. Et les analystes qui disaient, quand il a été réélu, mais cette fois sans majorité absolue, qu'il allait être affaibli, bah, il se comporte comme les fois d'avant. Et en fait, il poursuit son agenda. Jean-Luc Racine, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, on suivait cette mobilisation, cette première manifestation physique des cafards, ce mouvement apparu sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines et dont on se demandait s'il pourrait bousculer le Premier ministre Narendra Modi. En tous les cas, ça ne se fera pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine, d'avoir été avec nous. Un mot de ce déplacement.